Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de l'ECUGE, une masterclass où nous souhaitons parler de tous les sujets avec nos invités et particulièrement bien sûr de leur travail. Ce soir, nous accueillons un raconteur d'histoire, Johann Sfar, auteur d'une œuvre protéiforme et pléthorique. Notre enthousiasme à vous accueillir, cher Johann Sfar, est proportionnel à vos multiples succès et bien sûr aussi à vos engagements citoyens. À l'ECUGE, qui promeut très largement les cultures juives à destination de tous les publics engagés dans la cité. Nous nous reconnaissons aisément dans votre œuvre et vos engagements. Je veux citer entre autres évidemment la série de Chat du rabbin, que vous avez également adapté au cinéma. Je veux citer Donjon, Petit Vampire, et bien sûr votre œuvre cinématographique, et entre autres Gainsbourg, Vie héroïque. Vous êtes donc auteur évidemment de bandes dessinées, réalisateur de livres d'art. Vous animez également un atelier aux Beaux-Arts avec des étudiants et on suit avec beaucoup d'attention les travaux de vos étudiants sur Instagram. Et vous avez aussi cette capacité à vous mobiliser, à réagir de manière assez parfois percutante sur ce qui se joue aujourd'hui dans notre société. C'est assez rare des artistes qui s'engagent aujourd'hui. Alors merci. Je souhaitais simplement vous dire que c'est évidemment un privilège de vous accueillir et d'échanger avec vous. Et j'invite nos spectateurs à poser des questions que je relayerai. Et puis, Johann Sfar, je ne vous présente pas Virginie Gage, au bon soin de laquelle je vous confie. Bonsoir Joanne. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Écoutez, je suis ravie. Je suis ravie de vous interviewer ce soir. Je vais vous faire une confidence. Quand j'étais jeune journaliste à Radio Shalom, je vous avais interviewé il y a très longtemps. On avait mangé ensemble et vous m'aviez dessiné sur un bout de nappe que j'ai gardé pendant très longtemps. Et j'ai une sale manie, c'est que je jette les dessins de mes enfants, ce qui est proprement dégueulasse, mais j'assume parfaitement parce qu'il y en a énormément et mon frigo est trop petit pour les accrocher. Et un jour, sans faire exprès, j'ai pris le truc, le dessin était derrière et j'ai déchiré. Donc j'étais hyper mal d'avoir déchiré votre dessin. Ceux de ma fille, ça va mieux, ça lui coûtera beaucoup d'heures d'analyse et à moi également, puisqu'évidemment, en bonne mère juive, c'est moi qui paierai ces séances. Je suis évidemment ravie de vous avoir en interview ce soir. Et je tiens à préciser que si nous avons cette masterclass à 17h30 heure française, c'est pour respecter votre agenda de jeune papa que la féministe que je suis trouve aussi puissant que touchant. Voilà. Donc, Johann, quand la nouvelle s'est répandue autour de moi que j'allais vous recevoir, tout le monde m'a dit « Mais quelle chance tu as, putain, mais le mec est tellement brillant, il est tellement prolifique, il est tellement tout, etc. » Et quand je leur disais « Ok, d'accord, mais qu'est-ce que tu as lu ?» Tout le monde me parle du Chat du rabbin. Et c'est ça qui est très paradoxal, en fait, dans la communauté du Mans. C'est qu'on sait que vous avez fait énormément de choses, vous êtes très, très prolifique. Gad le disait, des livres d'art, des BD, des séries, seules ou en collaboration. Et pourtant, parfois, on a la sensation que le Chat du rabbin prend toute la place. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ce Chat du rabbin dans votre œuvre, aussi petit soit-il, prend beaucoup de place ? Ça m'arrange un peu. Ça m'arrange un peu parce que ce sont les livres que j'aime le mieux faire. C'est sans doute les plus intimes, à part la fois où j'ai fait un roman sur le décès de mon père, mais c'est ce que je fais de plus intime. Et quand on a commencé le chat, qu'il s'agisse de mes éditeurs et de moi, c'était vraiment dans l'idée de me faire plaisir et de me permettre de faire mon petit témoignage en bande dessinée sur sur les souvenirs merveilleux que je peux avoir sur le judaïsme du Maghreb. Donc le hasard a voulu que cette série marche très bien et je suis très heureux de revenir au chat ou qu'on me parle du chat. Il y a eu un immense mystère sur le lectorat du Chat du rabbin, c'est-à-dire que j'ai découvert assez tard que des juifs le lisaient. Au début, le chat m'a valu énormément de prix œcuméniques, énormément de réceptions dans des églises, dans des cathédrales et dans des maisons de quartier où on me disait que j'aidais au vivre ensemble ou je ne sais pas quoi. Et j'ai jamais vraiment eu cette ambition avec le chat. Ce que j'avais en tête, c'est que j'ai commencé à faire cette BD peu après le décès de ma grand-mère d'Algérie et peu après l'écroulement des tours jumelles aux États-Unis. Et c'est une époque où on nous vendait
le choc des civilisations, l'Orient contre l'Occident, ceci, cela. Et vous savez, de la même manière que pour qu'un genou fonctionne chez un footballeur, il faut le ménisque, il faut le truc. Le juif, ça a souvent été le ménisque, ça a souvent été le machin qui frotte entre l'Orient et l'Occident pour prendre les coups quand on a besoin d'un bouc émissaire et pour aider au dialogue quand c'est utile. Donc, ça m'a plu de raconter ces histoires de juifs qui sont tellement impurs, qui sont ni en Eretz Israël, ni en métropole. Ils sont en Algérie et ils cherchent leur place comme ils peuvent. Et je crois que j'avais un peu conscience que ça allait disparaître. C'est-à-dire que aujourd'hui, la culture juive maghrébine, elle est sommée de se fondre soit dans Israël, soit dans un vécu plus métropolitain que la métropole. Et d'ailleurs, s'il faut dire les choses, puisqu'on est entre nous et qu'il faut être sincère, l'Algérie aussi est très forte pour oublier son passé juif et pour s'inventer une orthodoxie qu'elle n'a jamais eue. Donc voilà, sans faire exprès et pour laisser quelque chose à mes enfants, je me suis trouvé à raconter des histoires qui m'ont fait que du bien. Depuis que le chat existe, il m'a apporté que des bonnes nouvelles, y compris dans les rencontres en librairie. Et vous disiez que votre travail consiste à parler de culture juive, mais à pas simplement en parler aux juifs. J'ai pas d'autre ambition. Je serais très triste si j'apprenais que le chat est une bande dessinée communautaire ou que c'est une bande dessinée religieuse. Je crois que c'est une bande dessinée qui parle de l'intime et des souvenirs et qui, parfois, sans le faire exprès, tape juste. Et ça, moi, je suis heureux quand des gens qui ont eu un vécu tout à fait différent me disent « Ah bah tiens, c'est comme chez moi ». Ou « Ah bah tiens, ça me rappelle le jour où une jeune fille maghrébine mais musulmane est venue me dire « Ta BD m'a plu parce que j'ai vu qu'ils sont aussi cons dans les familles juives que dans les familles arabes. Ça vaut tous les Césars. » Tout de suite, je me suis dit « Bon, bah, elle a compris ce que je raconte. » Vous vous attendiez, j'imagine on ne peut pas s'attendre à un tel succès en 2002. Est-ce que le début de l'histoire, vous imaginiez 10 tomes, un succès aussi important, 10 traductions, enfin une quinzaine de traductions, je crois? Non, non, et l'éditeur non plus, puisqu'ils ont réimprimé cette bande dessinée à raison de 5000 exemplaires pratiquement toutes les 2 semaines pendant un an. Donc on se disait ça va s'arrêter. Et là, j'ai un quotidien assez paisible avec le chat, puisque ça marche assez pour que je puisse faire la suite. Et je fais mon album quand le chat vient me parler. C'est-à-dire que là, ça fait 2 ou 3 ans que j'en ai fait un chaque année. Mais il y a un moment, pendant 5 6 ans, j'en ai pas fait parce qu'il ne venait pas me parler. J'ai une vie plus paisible qu'on s'imagine, c'est-à-dire que je fais ce qui me donne envie de me lever le matin. Et si à un moment, c'est pas le chat, bah, ça va être autre chose. D'accord, donc ça veut dire que vous pourriez continuer tant qu'il vient vous parler de temps en temps. Je sais que les chats ont 9 vies, c'est ce que disent les Ouais. aficionados des chats. Donc évidemment, ça pourra continuer tant que vous aurez des choses à dire avec ce personnage, qui vous Oui, ressemble beaucoup d'ailleurs. Oui, et tant que je suis pas obligé de raconter tout le temps la même chose, c'est-à-dire que les premiers albums sont sans doute très consensuels parce qu'ils parlent de l'éducation religieuse pour les enfants. Donc ça, tout le monde s'y retrouve, tout le monde s'y reconnaît. Moi, je pensais faire polémique avec le dernier album où j'envoie le chat au Proche-Orient et où je raconte à ma façon des destins individuels sur le Proche-Orient. En fait, je pense que tout le monde s'en est foutu complètement. Enfin, les gens ont bien aimé le lire, ils sont contents, mais je n'ai pas eu à l'occasion de la sortie de ce livre les discussions que j'aurais aimé avoir sur ce que je tente de raconter. Ce qui est je suis toujours surpris en ce qui concerne le Proche-Orient de voir à quel point quelqu'un a dit récemment on ne savait pas que l'ignorance était bruyante à ce point. C'est-à-dire que dès qu'il est question de Proche-Orient, les esprits s'échauffent, les gens hurlent, les gens ont des tas de choses à raconter et ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils ont à raconter, ce sont des émotions, et ce sont très rarement des faits, ce sont très rarement des histoires vécues. Ils sont très très énervés, comme si c'était un match de football. Et moi, j'ai tenté Vous d'écrire. aviez envie de susciter le débat et il n'a pas été ouvert, Je, je, justement en emmenant cette famille en terre promise. Bah, moi, je rêve pas de débat parce que j'ai pas une passion pour les opinions. Je crois pas que mes opinions aient un grand intérêt, ni celles des autres. Vous savez, ce qui est très beau dans notre génération, c'est que on n'est plus dans le monde où l'auteur de littérature a quelque chose à transmettre à son public. Aujourd'hui, un auteur de littérature, il ouvre une discussion, il pose un point d'interrogation, et d'une certaine façon, on n'est pas plus malin que nos lecteurs. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de raconter des faits, c'est un bien grand mot, mais des souvenirs familiaux. Comment chacun, et singulièrement dans une famille du Maghreb, et d'une famille algérienne, ce qui est encore différent, se raconte le Proche-Orient, se raconte le voyage en Israël, se raconte la culpabilité de ne pas être parti en Israël.
Et moi, j'ai toujours milité pour le non-événement, c'est-à-dire dès qu'on nous met des symboles trop forts, dès qu'on nous écrase avec des destins, avec des obligations, on risque de perdre ce qui nous fait respirer, ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Et autant le destin des Juifs qui sont partis en Israël est très noble, le destin de ceux qui ont décidé de ne pas y aller me semble tout aussi respectable. Et ce qui est intéressant dans l'Algérie, c'est que contrairement par exemple à la Tunisie ou au Maroc, l'Algérie a très tard rêvé d'Israël. Dans un premier temps, l'Algérie rêvait de métropole, rêvait de France, et la terre promise, c'était Paris. Sans doute grâce à l'Alliance israélite, sans doute parce que des écoles francophones se sont installées en Algérie et que depuis le décret Crémieux, on a voulu développer une petite administration juive en Algérie. Et c'était sans doute un cadeau merveilleux qui avait des aspects empoisonnés, mais c'est un beau cadeau quand même. Donc, cette sacralisation de la France a fait que l'idéal de l'Aliyah est venu beaucoup, beaucoup plus tard chez les Juifs d'Algérie. Quand mon père est parti d'Algérie, il est parti d'Algérie pour aller en métropole. Il est parti en 57. C'était la métropole, alors que pour les autres, les Marocains, les Tunisiens, c'était la France ou Israël. Et c'est quelque chose que qui a été. Vous dites parfois que vous n'écrivez pas seul, que vous sentez le poids de toute votre famille, un poids positif, négatif, je ne sais pas, vous nous en direz plus. Mais... le centre du Chat du Rabbin, c'est ma grand-mère, donc c'est Zlabia, qui est née à Sidi Bel Abbès au début du siècle dernier, et qui vivait avec une distance intéressante le militantisme exacerbé que pouvait pratiquer par exemple mon papa. Mon père, lui, d'une certaine façon, il avait une conscience aiguë qu'à quelques jours près, il aurait pu être déporté, et il a eu toute sa vie cette espèce de culpabilité de ne pas pouvoir combattre Hitler à main nue, parce que c'était ça son truc. Et Dieu sait qu'il en a eu des titres de noblesse. Il a été le premier avocat à faire foutre en prison des néo-nazis dans les années 70. On pouvait pas faire plus militant que mon père, et dans son esprit, tout ce qui venait d'Israël était extraordinaire. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît les Français en Israël, et c'est à ça qu'on voit qu'ils ne sont pas israéliens. C'est les seuls qui trouvent que tout est extraordinaire. Quand on voit quelqu'un qui râle, on sait que c'est un Israélien. Et les Français, ils vont en Israël et ils sont sûrs qu'ils sont obligés d'adorer Netanyahou. Ils pensent que ça fait partie de l'Ulpan, que c'est vendu avec. Bon. Et donc, mon père, il avait un peu ça. Il maîtrise bien Netanyahou que l'hébreu. Oui, c'est une langue plus simple, il y a moins de mots. Mais ce qui fonde toute mon écriture. J'ai eu ce grand-père ashkénaze dont toute la famille a disparu dans la Shoah par balle, qui a été résistant pendant toute sa vie et qui a fait sa guerre baïonnette au canon, a tiré sur des Allemands, et manque de bol, comme il était médecin militaire, il devait les raccommoder le lendemain. Donc s'il y a un type qui savait à quel point la guerre... Et lui haïssait la violence, il détestait tout ça. Alors que mon père, il avait cette frustration. Et à l'âge de 7 ans, on m'a emmené au Yad Vashem, il paraît que j'étais trop petit, et on traverse... Et l'histoire est vraie. Je l'ai mis dans le Chat du Rabbin, elle est vraie. On m'emmène au Yad Vashem, on traverse tout le musée de la déportation. Mon grand-père occupe sa journée à retrouver sa famille dans des listes. Il retrouve pas, il ne sait pas si c'est les mêmes. Bon. Et mon père arrive et il me dit, c'est comme le jour où on m'a expliqué les menstruations au Talmud Torah. Il y a des trucs qu'on explique un peu trop tôt, d'autant que ça ne me concernait pas directement à l'âge du cours préparatoire. Et en sortant du Yad Vashem, mon père me dit, tu vois, Hitler a essayé de nous éliminer. Ton devoir sur Terre, c'est de faire le plus possible d'enfants juifs. Et là-dessus, mon grand-père, avec infiniment plus de tristesse que ça, et aussi peut-être un peu d'agacement que sa fille n'ait pas épousé un Ashkénaze, me dit, il ne voulait même pas parler à mon père, il me dit, explique à ton père que tes parties génitales ne servent pas à combattre Hitler. Et là, pourtant je ne suis pas un grand talmudiste, j'ai eu face à moi Hillel et Shammai. Et finalement, le Chat du Rabbin, ce n'est pas du tout moi. Le Chat du Rabbin, c'est ce que j'entends et des voix que j'essaye de faire renaître. Pourquoi je parle de ma grand-mère ? Parce que ma grand-mère s'en foutait un petit peu. Elle était très centrée sur elle-même. Si vous voulez, Marthe Villalonga, dans Un éléphant, ça trompe énormément. Elle est polonaise à côté de ma grand-mère. Et ma grand-mère organisait une guerre perpétuelle à côté de laquelle le Proche-Orient fait figure de paix. C'est-à-dire que ma grand-mère donnait ses recettes de cuisine à ses filles, mais elle oubliait un détail pour que ce soit meilleur chez elle. Donc, par exemple, son ennemi direct, c'était le rabbin. Parce que le rabbin, c'est la personne à cause de qui on va arriver trop tard au repas du Shabbat. Donc ma grand-mère essayait de nous inculquer le fait qu'il fallait quitter la synagogue avant la fin du sermon parce qu'il ne fallait pas que ça refroidisse.
Et mon père, évidemment, ne partageait pas cette opinion. Donc, ce petit théâtre-là, qui m'emmerdait quand j'étais petit, quand j'ai commencé à grandir, je me suis aperçu qu'il me manquait. Donc, sans doute que dans le Chat du rabbin, il y a une provocation de façade, mais au fond, il y a une vraie nostalgie de quelque chose que j'ai plus du tout. Et c'est peut-être pour ça que je suis le moins communautaire des Juifs. En fait, les Juifs, j'en rencontre que dans mes livres, parce que quand j'en rencontre en vrai, ils sont peut-être beaucoup plus rationnels et beaucoup plus calmes que ceux dont je me souviens. Et moi, le bordel de mon enfance me manque un petit peu. Alors, dans le dernier tome, quand même, vous dites que c'est pas vous. D'accord, mais c'est une sorte de préquel un peu. Hein. C'est comme dans Star Wars, vous nous donnez les épisodes initiaux, on découvre pourquoi ce chat arrive dans cette famille, parce que la mère est décédée et ce père très silencieux. C'est quand même très, sans faire évidemment de la psychologie de comptoir, parce que je ne suis pas psychologue, mais c'est quand même très proche de ce que vous avez vécu. Vous vous livrez, vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même l'album, l'histoire qui vous est le plus personnel. Oui, mais je pense que les histoires de fiction sont plus vraies que les choses que nous avons vécues. Quand on vit des choses, c'est du matériau. Alors j'ai perdu ma mère avant l'âge de 4 ans, on ne me l'a pas dit tout de suite, et pendant 2 ans, on m'a dit qu'elle était partie en voyage. Alors un psychanalyste dirait que comme on ne m'a pas dit la vérité, je me suis pris pour un petit animal, j'ai cru que je n'avais pas la parole. Donc le Chat du rabbin, c'est l'histoire de ce personnage qui prend la parole et qui va passer toute la série à apprendre quoi en faire. Est-ce qu'on ment? Est-ce qu'on dit la vérité? À quel moment il faut fermer sa gueule? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Donc, toute la dramaturgie du Chat du rabbin doit se résoudre sur le mode du pile-poule, sur le mode du dialogue. Et je ne crois pas que ce soit autobiographique dans la mesure où j'utilise ma vie comme un matériau. Je me dis, tiens, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça, je vais le changer, ça, j'ai entendu un autre juif dire ça, je vais m'en servir. Donc, le but, c'est de faire une bonne histoire. Et à chaque fois, il y a un thème. Et je suis embêté parce que peut-être je suis content. J'ai jamais réussi à choquer personne avec le Chat du rabbin. Ou alors les gens que je choque viennent pas me le dire, et tant Vous êtes mieux. convaincu ou vous êtes content? Je suis content embêté. Je Mais suis vous êtes content frustré embêté. un peu? Vous auriez Par joué exemple, un peu de castagne? non, non, pas du tout, mais un jour, un rabbin m'a dit, tu sais, tu arrives 40 ans après Philippe Roth. Et tant mieux, parce que je suis pas du tout un provocateur dans l'âme, mais par contre, j'ai gardé ce côté enfantin de poser les questions et de pas toujours me satisfaire de la réponse. Et par exemple, j'ai fait il y a quelques années cet album qui traite de ce qu'on appelle de manière abominable les mariages mixtes, le principe d'un mariage, voilà. Et ça me semblait intéressant, vous savez, quand nos prêtres monothéistes, quelle que soit leur extraction, d'ailleurs les chrétiens, les juifs et les musulmans sont tout à fait ex aequo là-dedans, annoncent qu'ils veulent du vivre ensemble, qu'ils veulent du social, qu'ils veulent tout ça. Bon, mais enfin, si 2 jeunes gens de religions différentes veulent se marier, on va dire qu'il y en a un qui doit changer de religion. C'est bizarre cette espèce d'amour où quand on aime une personne, on veut qu'elle change. Alors, il y a mille raisons formidables que je connais par cœur pour expliquer ça, mais on ne mesure souvent pas la tristesse que ça crée dans les familles, la manière dont ça amène des jeunes gens à quitter complètement et c'est la culture juive, parce que moi je suis toujours assez embêté quand on résume le judaïsme à la religion, surtout quand on sait que depuis Abraham, nos ancêtres n'ont cessé de lutter contre la religion, c'est-à-dire l'orthodoxie. L'acte fondateur du judaïsme, c'est Abraham qui voit les idoles que fabrique son père, qui se dit le sacré, ça doit tout de même être autre chose, et le gamin casse une statue. Ça, c'est quand même une drôle de religion qui dit ça doit être autre chose. Ça doit être autre chose, pour moi, c'est ce qu'on a de plus sacré. Et on a, comme les Juifs sont des créatures très contagieuses, on attrape les maladies des peuples qu'on fréquente. C'est-à-dire quand on vit dans le Maghreb, on se met à voiler nos femmes. Quand on vit dans l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est, on se met à devenir pudibond. Quand on lit ces passages de Maïmonide qui sont tellement plus ouverts que ce qu'on ferait aujourd'hui sur la sexualité, sur la santé, sur la circulation des fluides, moi je trouve formidable que notre plus grand sage médiéval ait été médecin en même temps. Ça dit tout de ce que devrait être. Donc pour moi, l'aspect religieux est un des aspects du judaïsme et parfois il y a une tendance à kidnapper toute la réalité juive. Enfin, si on voit Odessa au début du XXe siècle, c'est une ville qui s'est fait connaître par bien autre chose que par sa ferveur. Donc voilà, moi je voudrais qu'on m'autorise à garder mes paradoxes et j'aimerais que ma bande dessinée soit un lieu, certainement pas de dispute, mais en tout cas de parole. Oui, quelqu'un m'a dit il y a 1 an ou 2, on m'a dit mais en fait la bande dessinée c'est de l'oralité. Je crois que oui. Je crois que quand on fait un roman, c'est de l'écrit. Je crois que quand on fait une bande dessinée, c'est de l'oralité.
Alors, vous parliez de paradoxe, vous parliez de pile-poule tout à l'heure dans ce chat du rabbin, et c'est vrai qu'il est assez paradoxal parce qu'il est quand même, il la pousse, cette Zlabia, à s'émanciper, à vivre sa vie. Puis à côté de ça, il est quand même, il est très protecteur, limite tutelle patriarcale. Ça aussi, c'était intéressant de le montrer un peu traversé par des tendances complètement différentes, voire contradictoires. Bah, le vrai sujet, puisque je raconte l'histoire de cette jeune fille qui finalement, pendant que toutes ses amies sortent et vivent plein de choses, elle est chez elle avec son chat. Et un camarade m'a dit un jour au sujet de nos mères et de nos grands-mères, il m'a dit nos grands-mères ont passé leur vie derrière leurs fenêtres. Je crois qu'il y aurait eu une espèce de facilité scénaristique et peut-être une anachronie à prendre Zlabia, la fille du rabbin, et à en faire une femme moderne, une suffragette, une féministe. Zlabia, c'est une jeune femme qui subit la responsabilité de son père parce que la maman n'est plus là, ce destin où les femmes étaient sans doute beaucoup plus informées qu'aujourd'hui, mais il y avait la peur de la honte sociale, il y avait un rang à tenir ou des choses comme ça. Donc finalement, elle en a beaucoup sur les épaules, la pauvre, et quand elle amène le rouge et le noir de Stendhal à la maison, c'est déjà un scandale. Donc moi, j'ai voulu la prendre dans cet endroit-là et la laisser un peu vivre sa vie. Alors dans les derniers albums, parce qu'au bout de 10 albums, j'ai envie de m'amuser, je lui fais vivre des aventures où elle est beaucoup plus active, beaucoup plus combattante, et elle fait des choses beaucoup plus politiques. Mais la base du chat du rabbin, c'est justement de raconter tout ce que nos grands-mères n'ont pas pu faire. C'est ça aussi, ça c'est une... je ne sais pas si c'est une amertume, mais c'est très conscient de ma part. De raconter un système qui, qu'on le veuille ou non, il peut être très bienveillant, mais il est malgré tout très patriarcal, et de ne pas tenter d'enjoliver les choses. Je crois aussi qu'il y a une tendance, quand on essaye de s'imaginer la vie de nos grands-mères, parce que évidemment j'écris la suite du chat, on a tendance à dire « Ah bah, ils vivaient pareil que les juifs religieux d'aujourd'hui ». Non, c'est très différent. Les juifs très religieux d'aujourd'hui, ils ont un mode de vie finalement très protestant, ils sont très pudibonds, ils sont beaucoup dans les mots qu'on ne dit pas. Je crois qu'il y a un siècle, c'était assez différent. Je crois qu'on savait plus de choses. Je crois que les femmes savaient, mais il y a la pression sociale, mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, qu'on n'a pas le droit de faire, et ça m'intéresse beaucoup. Ça, c'est... Ma grand-mère, par exemple, quand elle racontait des histoires, quand ça la concernait, c'était toujours des histoires très élégantes. Elle avait rencontré son mari qui avait un frère jumeau, ils s'étaient croisés par hasard une fois, il y a eu un clin d'œil, après... Bon. Mais quand elle racontait des histoires des ancêtres, alors tout le monde était tout nu, tout le monde se trompait, tout le monde venait la nuit, tout le monde arrivait sur un cheval, comme chez Albert Cohen, et je crois que ma grand-mère utilisait de manière très malicieuse le passé pour raconter des histoires qui n'étaient peut-être pas aussi anciennes. Et moi ça m'intéresse beaucoup, ça. Et peut-être une des envies du chat du rabbin, c'est de reprendre Albert Cohen, à qui je dois tout, et de mettre au milieu des vrais juifs, parce que je ne suis pas certain qu'Albert Cohen ait rencontré beaucoup de juifs, je crois qu'il se les imaginait beaucoup, et d'essayer, mais je ne sais pas si j'aurais réussi cette ambition, essayer de faire parler de vraies femmes et de vraies femmes juives dans un univers à la Albert Cohen. Parce que finalement, Albert Cohen, à chaque fois qu'il a besoin d'une femme, il va chercher une protestante suisse qui fait monologuer dans une baignoire, et c'est formidable, mais je crois que les femmes juives aussi ont droit d'avoir leur valeureux, ont droit d'avoir leur personnage picaresque et qui crie et qui se bagarre et qui ceci. Et peut-être que je me trompe parce que vous savez, la parole féminine en littérature, c'est une question passionnante parce que on a eu des lectrices depuis toujours, mais il y a des auteurs mâles depuis toujours. Récemment, les femmes ont le droit d'écrire davantage et peuvent écrire davantage et prennent le pouvoir. Bon, moi, malheureusement, je suis un bonhomme et je continue à essayer de faire parler des personnages féminins. Et toutes les 2 phrases, il se trouve quelqu'un pour me dire, mais tu sais, une vraie femme dirait pas ça ou une vraie femme écrirait pas ça. Peut-être c'est vrai. Peut-être c'est vrai. Mais je vais continuer d'essayer de faire progresser, Jung disait mon anima, c'est-à-dire la voix féminine que je m'imagine. Et après tout, je suis peut-être moins qualifié encore que les autres, puisque j'ai été élevé par un père veuf, j'ai pas eu la proximité féminine qui rend les autres. Donc j'écris sur ce que je m'imagine. Et le souci de faire vrai, parfois il m'étouffe et parfois pas du tout. Alors, on va encore un tout petit peu parler du chat du rabbin, pardon, mais ça sort en 2002, donc c'est il y a 18 ans. On n'est pas du tout dans les débats autour de la cause animale, etc. Mais quand même faire parler ce chat, faire finalement convoquer l'animalité pour réparer l'humanité, c'était ça le but au début ou pas du tout? Vous aviez juste envie de vous amuser avec un personnage animal et puis ça aurait pu être quelque chose d'autre?
Non, je crois qu'il y a deux influences. Je sais que vous adorez les chats, vous en possédez. Vous avez d'ailleurs essayé d'avoir une aventure, enfin, d'adopter un chat, ça s'est mal passé parce que la cohabitation avec les chats, c'était compliqué. Non, non, Donc, il y a oui. un amour quand même de Non, cette non, part. j'ai une passion pour les animaux parce qu'on m'interdisait d'en avoir quand j'étais petit. Donc, c'est une passion qui ne sera jamais étanchée. Je vais toujours être. C'est vrai que c'est pas Moi, je sais que j'ai beaucoup milité auprès de mes parents pour avoir un chien et un chat. Et il y avait très peu de gens autour de moi dans mon milieu de juifs qui avaient des animaux domestiques. On disait, ah non, non, ça, c'est pas pour nous. Laisse-nous tranquille, c'est déjà compliqué. Donc, je crois Alors, qu'il y a un truc. alors Alors qu'en qu'aujourd'hui, ça va très bien. alors qu'en Israël, ils ont des chiens partout. Ah si, j'ai une histoire. Ah si, j'ai une histoire très drôle sur les animaux. Après, j'arrête. Quand j'étais ado et jeune adulte, on m'avait mis, comme beaucoup de jeunes gens de mon âge, à la sécurité de la synagogue de Nice. Donc, moyennant quoi, je suis le type qui a le plus monté la garde de son existence. Et bon. Et en fait, je me souviens que lors de cette époque, on n'a jamais eu de cas de conscience sur grand-chose. Il y a un domaine où il y a eu un cas de conscience. Il y a un d'entre nous qui avait un chien, c'était un berger allemand, et un des responsables lui avait proposé d'utiliser le chien pour quand il fallait monter la garde lors d'événements juifs, des maccabiades ou des machins, je ne sais pas quoi. Il y avait eu un débat terrible pour savoir si un berger allemand pouvait monter la garde devant une association juive. Et ce qui est drôle, c'est que c'était les mecs les plus drôles du monde, et là, il y avait zéro humour. Là, c'était quand le type a eu le malheur. Oui, oui, quand le type a eu le malheur de dire, ben, enfin, c'est mon chien, il est tout mignon, tu connais. Et oui, on voit que le souvenir des Miradors, ça te fait rien, toi. Alors, une fois qu'on a dit ça, dans le chat du rabbin, il y a deux influences très conscientes, parce que pour moi, c'est une bande dessinée avec un imaginaire de CM2. C'est les fables de La Fontaine d'un côté et les pièces de Molière de l'autre. Et la figure du valet, qu'on va trouver depuis le roman de Renard, mais qu'on va trouver aussi chez Scapin, chez Figaro, dans les valets de théâtre, c'est le chat. C'est-à-dire mon chat, c'est la pièce de théâtre qu'on apprend à l'école, où il y a le maître de maison qui est le rabbin, même s'il a un pouvoir relatif, et son valet qui est dans le camp de la jeune femme, qui est dans le camp des amoureux, c'est le chat, mais qui est tout de même un valet roué, c'est-à-dire qu'il est égoïste, il va voler de la nourriture, il va la manger. Donc je crois qu'il y a eu une volonté vraiment consciente de recycler une petite commedia dell'arte avec des personnages juifs, mais avec des outils qui viennent de chez Molière et qui viennent de Jean de La Fontaine. Dans le chat du rabbin, le dernier tome, vous faites dire au chat, adulte, c'est quand on cesse de croire qu'il existe un endroit où les choses vont bien. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a pas d'endroit où les choses vont bien? Non, mais si vous voulez, moi, mon maître en philosophie, c'était Clément Rosset, qui croyait à la permanence tragique et qui disait, il ne croyait pas au bonheur, mais il disait, la joie est indépendante du phénomène. C'est-à-dire que si tu décides de rigoler, tu vas rigoler. C'est les souvenirs dans les racines du ciel où les déportés s'imaginent qu'il y a une dame dans leur baraquement et tous les matins, ils lui ouvrent la porte et lui disent bonjour madame, etc. Alors qu'autour d'eux, c'est Auschwitz. Je sais pas, je crois que je suis plutôt optimiste, mais voilà, avec ces limites-là. Je crois beaucoup en la joie. La joie, j'y crois. Il y a quand même beaucoup pas de noirceur, mais quand même de pessimisme dans vos propos, dans ce que j'ai lu sur Internet, dans vos interviews. Il y a une espèce de fatalité, effectivement, dans la joie, mais une sorte de fatalité quand même. Les phénomènes qu'on vit aujourd'hui, la résurgence de l'antisémitisme, le terrorisme, tout ça vous désespère. Mais c'est pas ça. Ouais, mais c'est pas ça, c'est que, vous savez, je suis militant de rien, je demande juste le droit à raconter les choses qui me passent par la tête, et je suis souvent étonné. Un jour, j'ai vu un militaire là, qui expliquait, ils ont expliqué une expression, les militaires, ils disent « nous vendre des saucisses ». Je suis étonné par tout ce qu'on nous vend comme saucisses. Les mensonges qu'on nous dit et qu'on est censé avaler, et peut-être ma petite chance, c'est que à chaque fois que j'entends quelqu'un dire un truc et que ça a l'air évident pour tout le monde, moi, je me dis « mais attends, il nous prend pour des débiles ». Mais il nous ment, c'est pas vrai ce truc. Donc mon pessimisme, c'est oui, qu'est-ce que je vous dis, à chaque fois qu'un nouveau gouvernement arrive, il y a toujours un gars, le pauvre, ou une nana, qui devient. Je vous présente Mathieu Sapin qui est derrière, qui fait des bandes dessinées avec moi. À chaque fois qu'un nouveau gouvernement arrive, il y a toujours un gars ou une nana qui devient le monsieur ou madame antisémitisme. Donc, c'est quelqu'un qui me convoque en tant qu'auteur juif, qui m'invite à prendre un verre et qui me dit qu'il est content d'être là parce qu'il va vraiment lutter contre l'antisémitisme. Et il me raconte ce qu'il va faire. Et comme le pauvre, ce n'est pas sa faute, mais on voit bien qu'il ne peut rien faire, je dis merci, je vous félicite et je dis bonjour et je m'en vais. C'est terrible quand on dit mais non, ça ne va pas s'arrêter. Mais non, ça existe depuis toujours. Mais évidemment que les gens vont se détester tout le temps. Mais il y a
c'est pas du pessimisme. Pour moi, ça me permet d'être heureux de dire ça. Et c'est ça que je dis. Cessez de croire qu'il y a un endroit où on est heureux. C'est quand on essaie de vous promettre que vous allez aller à tel endroit et que les problèmes vont disparaître, ou que vous allez vous débarrasser de tel type de population et que les problèmes vont disparaître, ou que vous allez... Il y a une manière très méchante de lire et les systèmes de gouvernement et les systèmes religieux, c'est que ce sont des leçons d'obéissance. Moi, j'adore la mystique, j'ai des vrais problèmes avec les systèmes d'obéissance. C'est ce qu'on explique aux gens, c'est s'ils font tout ce qu'on leur dit, s'ils vont là où on leur dit, tout ira bien. Mais c'est pas vrai. Moi, je crois qu'il vaut mieux enseigner aux enfants et aux grands qu'on va nous briser le cœur, on va avoir des mauvaises nouvelles, on va avoir des tragédies, et on va être en vie. Mon petit optimisme, il est là. Alors là, pour le coup, il est très ashkénaze. C'est cette chanson klezmer qui est Ot Azoy, ça veut dire c'est comme ça, et ce à quoi le cœur répond, Git Azoy. C'est comme ça, c'est bien comme ça. Et moi, j'ai beaucoup plus de tendresse pour ça, pour les réalistes, que pour les gens, oui, qui me vendent des saucisses. Moi, et on peut le dire sur tous les sujets. Par exemple, le voyage en Israël. Moi, j'adore aller en Israël parce que c'est un pays complexe, parce que c'est un pays où on vit des tragédies depuis des millénaires et elles ne sont pas près d'être réglées. Et pour moi, la beauté et la richesse d'un endroit, ce sont ces tragédies. En revanche, si quelqu'un me dit « va en Israël et tout ira bien », d'abord, c'est un mensonge. D'abord, les Israéliens ne méritent pas d'hériter d'une population française qui arrive comme si on allait à Galatswinda en pensant que tout va aller bien. Et je pense qu'on se prive de la beauté du monde. Vivre une histoire d'amour sans savoir qu'on va nous briser le cœur à un moment, on se prive de toute l'amertume qui fait que la cuisine est meilleure. Donc, je ne crois pas être pessimiste en tentant de regarder le monde sans lunettes. Après, moi, je pourrais dire tous les mensonges que je veux dans ma bande dessinée, mais me raconter des bêtises quand je débarque quelque part, c'est pourquoi mon président français préféré, c'est François Hollande, parce que dès le début, on savait qu'il allait rien foutre. Dès qu'il est arrivé, mais ça le voyait dans ses yeux, et c'est pas méchant, c'est quelqu'un qui sait profondément que depuis la Grèce antique, la fonction politique est duplice par essence. On est là pour vaguement éviter la guerre et on est là pour gérer le quotidien. Il est syndic d'immeuble. Moi, le jour où un politique arrive en me promettant qu'il va tout changer et que ça ira mieux, ben, j'y vais pas. J'y vais pas. Et c'est pas parce que je suis vieux, c'est parce que j'y crois pas. Il paraît que certains de nos ancêtres ont vu arriver Napoléon comme le Messie et ils ont suivi. Bon, avec le recul, on peut se demander s'ils n'ont pas eu tort. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie à un moment donné de passer à autre chose que le dessin, la bande dessinée? Vous êtes auteur de romans, vous avez fait un film magnifique sur la vie de Gainsbourg. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la bande dessinée n'est plus ce support qui vous permet de vous exprimer pleinement? C'est quoi? C'est une question de sujet, c'est une question d'envie, surtout avec des projets très ambitieux. Parce que Gainsbourg, Vie héroïque, c'était très, très ambitieux pour un premier film, pour un premier long métrage. Moi, vous savez, je suis comme une moisissure. Quand il y a moyen, j'y vais. Et moi, je reste dessinateur de bande dessinée. Je crois que les compétences n'existent pas. Je ne crois pas que j'écrive bien. Je ne crois pas que je dessine bien. Je crois que j'ai ma voix. Je ne sais pas si Georges Brassens chantait bien, mais il avait sa voix. Et moi, cette voix, non. Et le jour où on m'a proposé de faire un film, j'y suis allé. Je n'ai pas demandé. Les romans, si, ça, j'avais envie. Les romans, j'avais envie parce que peut-être j'ai eu des petits complexes face aux bandes dessinées que les gens considéraient comme une littérature C'était facile. De divertissement, en tout cas, et tant mieux, le divertissement, c'est très bien. Mais je me suis dit, peut-être, si je fais des romans, des gens s'apercevront que c'est un petit peu de la littérature aussi. Et je me suis aperçu que c'est différent, c'est une autre voie. Et je trouve que je fais des romans de dessinateur quand même. J'ai l'impression de faire des romans de bande dessinée. Roman de dessinateur? J'en sais rien. C'est un endroit où y a des gens qui parlent de synesthésie, c'est quand l'image, la couleur, le mot se mélangent. Et ce qui est curieux, c'est que quand j'ai terminé un roman, j'ai l'impression de l'avoir dessiné. C'est-à-dire que il y a un truc drôle. Dans la prochaine bande dessinée d'Aspirine, donc c'est une bande dessinée de vampires que je fais, ma coloriste m'a appelé et m'a dit « mais il y a tel et tel personnage, comment je les colorie ?» Et je lui ai dit « mais comme d'habitude ». Et là, je me suis aperçu que c'est des personnages que je n'avais mis que dans des romans et que je n'avais jamais mis dans une bande dessinée. Est-ce que vous avez l'impression d'écrire différemment depuis que vous avez écrit des romans, les bandes dessinées? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez un rapport au mot qui est différent? Oui, et avec le cinéma aussi, parce qu'en fait, les bandes dessinées, je les faisais une case après l'autre. Et en cinéma et en roman, j'ai découvert qu'on pouvait couper, coller, mettre des choses avant, mettre des choses après. Vous allez me dire, j'aurais pu m'en apercevoir plus tôt, mais bon, je ne m'en étais pas rendu compte. Donc, à l'heure actuelle, quand je fais des bandes dessinées, vous voyez, je les fais dans des petits carnets comme ça. Ça, c'est le scénario. Si vous voyez bien, vous allez voir Charlène de Monaco en patinette qui fait Monaco-Calvi.
Ça, c'est dans un album que je fais pour Mathieu Sapin. Charlène de Monaco n'y occupe qu'une place congrue. Et en fait, on fait du montage. On fait plein de pages et puis on dit celles-là, on va les enlever, celles-là, on va les mettre à la fin. Et finalement, plus on avance, plus on s'aperçoit que c'est l'écriture le plus amusant. Et peut-être je mélange un peu. À chaque fois qu'on me L'écriture dit... précède le trait, ou c'est le contraire, ou ça dépend des personnages, ou ça dépend de votre envie, ou c'est une question con? Ah non, c'est pas con du tout, parce que la vraie question, c'est ça. C'est combien je mets de cases, est-ce que je fais les dessins d'abord, est-ce que je mets le texte d'abord, et on essaye. Et il y a un truc que j'aime bien, à chaque fois qu'on me dit tel truc, ça marche au cinéma, ça marchera pas en BD, ou tel truc, ça marche en BD, ça marchera pas dans un roman, le premier truc que je fais, c'est d'essayer. Parce que, évidemment, nos spectateurs ont tellement l'habitude de lire, d'écrire sans doute aussi, puisqu'on est le pays où il y a le plus de romanciers, et de voir des images, que pour les surprendre, il faut tordre la narration. Il faut faire des trucs qui se font jamais. Je parlais ce matin avec un camarade scénariste de Lust and Caution de Ang Lee, qui en cinéma, il y a un truc qui est interdit, c'est ce qu'ils appellent changer d'axe. C'est-à-dire qu'il y a un personnage à gauche, il reste à gauche, un personnage à droite, il reste à... Dans l'ouverture de Lust and Caution, il change d'axe pratiquement à chaque plan pendant 10 minutes de film. Donc, moyennant quoi, on a une migraine ophtalmique dès le début du film, mais on se dit, ah mince, il est très très fort. Et donc, moi, j'adore faire un truc quand on me dit ça va pas marcher. Après avoir fait le film sur Gainsbourg, qui graphiquement était juste sublime, avec des plans de dingue, avec vraiment parfois on avait juste envie de regarder, même pas d'écouter, enfin tellement c'était beau, c'était bien fait, c'était bien monté, bien tourné. Est-ce que se retrouver, pardon de la naïveté de ma question, mais est-ce que se retrouver devant une page blanche dans un petit atelier, aussi joli soit-il, est-ce que c'est pas un peu frustrant? Parce qu'on déploie quand même un plaisir aux spectateurs qui est quand même immense. Ah oui. Pour ajouter le son, tout ça, comment on fait? Il y a eu un petit pas de trip après une petite descente? Non, parce que moi, mes dessins me manquent. Donc, si on m'interdit de dessiner pendant 2 jours, d'ailleurs, même pendant le film de Gainsbourg, il fallait que je dessine tout le temps parce que sinon, je fatiguais les gens. Mais le cinéma, c'est assez bien fait parce que dès qu'on a fini de tourner, on a envie de tourner à nouveau et on vous propose d'autres projets. Et dans mon cas, j'arrive presque jamais à les monter. Parce que comme c'est toujours des projets aussi ambitieux que Gainsbourg, et comme j'ai la chance... ambitieux, ça veut dire cher? C'est toujours des projets qui sont du spectacle. C'est des projets où il y a de la danse, il y a des costumes, il y a des marionnettes. Si c'est pas du théâtre, si c'est pas pour faire du spectacle, moi je m'ennuie. Et comme j'ai la chance de gagner beaucoup plus d'argent avec mes livres qu'avec mes films, dès que c'est compliqué la production d'un film, dès qu'on me dit ah mais il faudrait faire moins, je m'en vais et je fais un livre. Donc à la rigueur, il y a moins de frustration dans les livres parce que je peux y raconter absolument ce que je veux. Ensuite, au quotidien, vous avez tout à fait raison, faire des bandes dessinées, c'est être tout seul chez soi avec Mathieu Sapin, donc c'est mon meilleur copain, on bien. Dieu sait que je l'aime, mais faire un film, oui, on a des marionnettes, on a des costumes, il y a des maquillages, il y a des comédiens qui ont un talent que j'aurais jamais pour l'existence et on les voit... ils méritent les prix qu'on leur donne, les comédiens, parce que parfois on écrit un truc qui n'a aucun intérêt et ils sont tellement bons que quand ils le disent, tout de suite ça a l'air bien. En bande dessinée, on n'a pas cette aide-là, c'est-à-dire que la ligne, elle va apparaître comme ça et il vaut mieux qu'elle soit bien parce que personne ne va la magnifier. Un gros plan en bande dessinée, il n'y a pas d'émotion. Au cinéma, oui. Gad le disait au début, vous êtes ultra prolifique. Est-ce que vous arrivez à travailler sur plusieurs projets en même temps et comment on fait? Je m'adresse à tous les gens qui procrastinent dans une vie où moi-même, hein, je me sens un peu débordée par 2 enfants, un boulot et 2 Zooms par semaine. Je vous sens hyper prolifique, hyper organisée à travailler sur plein de projets. Comment on fait? Qu'est-ce qui vous porte? Cette énergie-là, elle vient d'où? D'abord, ça m'amuse. J'y vais avec gourmandise. J'aime mieux ça que la vie quotidienne. Ensuite, tous les matins, je fais un truc qui me donne envie de me lever le matin. Donc mon petit secret, c'est que quand je commence une histoire, je la finis. Enfin, j'essaye, parce que les albums qui ne sont pas finis, mes lecteurs m'en parlent encore 20 ans après. Et j'essaye, quand un truc me donne envie de me lever le matin, bah, j'y vais, je m'y mets. J'ai des horaires à peu près de bureau, c'est-à-dire que je travaille de 8h du matin à là, 19h, parce que la nounou s'en va à 19h. Et la différence peut-être entre les autres dessinateurs et moi, c'est que j'ai des collègues, quand ils disent j'ai dessiné pendant 4 heures, il y a eu 10 minutes de dessin et 3h30 d'angoisse ou de ratiocination ou de machin. Moi, quand je vous dis que j'ai dessiné 4 heures, c'est que le stylo n'a pas quitté la feuille pendant 4 heures. Et l'écriture, c'est pareil. Et ensuite, je crois que le roman, ça repose des bandes dessinées. Ou l'écriture de scénario, ça repose du dessin. Donc ce sont des activités qui se complètent beaucoup. J'ai la chance d'avoir une vie finalement familiale très heureuse parce que
ma femme est là, mon bébé est là, mes amis viennent à la maison, on mange tous ensemble. Donc, je ne suis pas épuisé à la fin de mes journées du tout. Et Lewis Trondheim, il dit le plus difficile, c'est d'emmener le stylo sur la page. Et il a tout à fait raison. C'est tout le temps qu'on va passer à faire autre chose avant de s'y mettre. Par exemple, votre bureau, moi je devrais donner des cours de. J'ai vu sur Netflix, et il y a quand même des truands. Il y a un mec sur Netflix qui fait une série sur la méditation. Oui. Enfin, je sais pas, il s'est fait payer des millions de dollars pour dire aux gens d'arrêter de stresser. Moi, je peux faire pour le prix avec des gros ballons orange qui dit calmez-vous. Bon. Non, attends. Chérie, je donne une interview en direct, je suis filmé. Tu as des clés de cette maison? Tu n'as pas de clés vraiment? Attendez, j'ouvre à ma femme parce qu'il fait froid. Allez-y, vous êtes tout pardonné. Johan Sarr revient. Il va juste, par un acte d'amour complètement désintéressé, ouvrir à son épouse qui n'a pas la clé. Donc, je vous demande juste de patienter un petit instant. J'en profite pour remercier les 136 personnes qui sont en direct avec nous sur Zoom, pour dire que ça permet, c'est beaucoup, et il revient. Formidable. Je venais de vous expliquer que c'est paisible chez moi. Oui, c'est ça. Non, j'avais un truc secret à vous dire et ça aurait changé votre vie et voilà, je l'ai oublié. Non, c'est vrai. Non, vous étiez en train de nous parler de ces espèces d'escrocs qui nous expliquent comment ne pas. Oui, parce que. Netflix, ne pas stresser. Non, mais en réalité, parce que quand on vous dit les vrais secrets pour bosser, ils sont tellement bébêtes qu'on se dit, mais attends, mais c'est une évidence, ils se foutent de moi. Or, en fait, c'est vrai. Par exemple, quand je sais qu'un boulot très important et très urgent à rendre m'attend sur mon bureau, j'ai absolument pas envie de me lever et de le faire. Alors, je vais à la cuisine pour bouffer. Ben, il suffit d'avoir un papier à la cuisine et d'écrire autre chose. Vous connaissez l'histoire, je suis désolé, c'est une histoire ashkénaze, c'est ce juif qui dort pas, alors en pleine nuit, il appelle le rabbin. Bon, bah, vous la connaissez. Non, mais allez-y, parce que moi, on n'est pas tous les non, deux. vous la connaissez. Non, vous faites oui, vous pouvez courir pour que je la raconte. Voilà, après, il dit, bah voilà, maintenant c'est lui qui dort plus. C'est pareil, si je sais que j'ai un projet qui est en retard et que ça me stresse de le faire, j'ai zéro culpabilité à travailler sur autre chose, sur une autre table avec un machin. Et donc c'est ça, c'est toujours se demander très honnêtement qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Et s'il y a un truc qu'on n'a pas envie de faire, on ne peut pas dire qu'on manque d'écrivains dans notre pays, ni chez les Français, ni chez les Juifs. Et alors, quand on cumule les deux, tout le monde a un truc à dire. Donc c'est pas grave si on ne fait pas un livre, c'est pas grave si on n'écrit rien, on n'est pas obligé. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les artistes qui disent que c'est douloureux. Parce que dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Moi, j'écris pas dans la douleur, ça ne m'intéresse pas. Même si je parle du deuil de ma mère, ça me fait plaisir d'écrire sur le deuil de ma mère. Ça ne me fait pas plaisir que ma mère soit morte, mais ça me fait plaisir d'en parler. Je suis assez conscient de ce plaisir, d'ailleurs. Et donc, c'est pas le sujet ici, mais on a une vision de la littérature un peu compliquée en ce moment. On a une grande chance, c'est que tous les drames de nos sociétés se résolvent sous forme de romans. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand il y a une grande avancée sociale, que ce soit contre les violences sexuelles, que ce soit sur l'identité, ça se règle dans un roman qui devient la catharsis de tout un pays et c'est formidable. Et quand ça passe à la télé, ça a énormément de succès, etc. Il ne faudrait pas, dans ce mouvement-là, oublier que le véhicule premier, c'est la littérature, et que la littérature soigne toutes ces tragédies-là. C'est-à-dire qu'il y a un lieu où, et j'essaye de ne pas être pédant, Sophocle va nous soigner davantage qu'un témoignage contemporain, aussi nécessaire soit-il, sur les violences, sur les injustices, sur tout ça. Donc, à chaque fois que j'ai l'impression qu'un livre est essentiel, je me dépêche de ne pas le faire. Ça, c'est vraiment important. À chaque fois qu'on se dit, mais ça, c'est important de le dire aux gens, ok, laisse tomber. Ça, c'est les informations. Un roman, c'est autre chose. Un roman, c'est on s'autorise à ne pas savoir ce que ça veut dire. On s'autorise à pas être sûr que le méchant n'a pas raison au bout d'un moment. Donc, on ne peut pas se permettre ça quand on parle de l'actualité, quand on parle du vrai monde. C'est en ça que la fiction me paraît beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus grave parfois malgré elle. Depuis les attentats contre Charlie Hebdo et la mort des dessinateurs et des journalistes, on sait qu'un dessin dessiné peut être dangereux. Est-ce que vous dessinez différemment depuis cet événement où vous avez perdu des amis? Non, parce que j'ai la chance de jamais avoir été un provocateur. Donc j'ai la chance j'ai toujours fait des dessins, je ne sais pas comment dire, enfin amoureux, fraternels, tout ça. Mais si j'avais été un provocateur, je serais très embêté de ne plus pouvoir l'être. Et je crois que... Mais pour ça, je suis toujours assez embêté quand on parle d'auteurs militants ou d'auteurs engagés, parce qu'un dessinateur, il est là pour faire rigoler les autres.
Il n'est pas là pour que des gens se sentent blessés ou offensés ou ceci ou cela. Mais il ne faudrait pas non plus s'interdire d'écrire, s'interdire de dessiner parce qu'on a un truc à raconter. Moi, je ne peux pas travailler si je ne me dis pas que les gens qui reçoivent mon travail sont aussi malins que moi, ou vont rire des mêmes choses que moi, ou vont. C'est ça qui est très difficile pour un petit pays comme la France, parce on est quand même un petit pays, c'est l'exigence de satisfaction universelle que demandent nos amis américains quand on fait une œuvre populaire. C'est-à-dire que ce serait facile de parler d'islam fondamentaliste ou de parler d'Arabie saoudite, mais malheureusement, l'Amérique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un marketing mondial dans lequel le long métrage Disney va plaire à tout le monde. Et dans lequel on sait très bien, quand on est auteur, que tel truc, on ne va pas le faire, parce que au pire, on va se faire couper la tête, mais au mieux, personne ne va acheter le livre ou l'histoire parce qu'on sait que ça, c'est pas permis. Et moi, je suis très embêté parce que je crois tout de même qu'une histoire, on devrait être capable de l'ouvrir sans savoir ce qu'on va nous dire, sans savoir si on va pas être bousculé. Vous voyez, l'autre truc aussi qui est très compliqué en ce moment, c'est on nous embête beaucoup sur les livres qu'on n'aurait pas le droit de lire parce que l'auteur ceci, cela. Moi, je suis embêté parce que je ne peux pas vivre sans Louis-Ferdinand Céline. Et pourtant, je sais que c'était la pire ordure du monde, pas seulement dans ses livres, mais aussi dans la vie. C'est un type qui a dénoncé, c'est un type qui a refusé de sauver des gens quand on lui demandait. Mais si on ne lit pas Le Voyage au bout de la nuit, on ne comprend pas la France. Et ce serait très embêtant de ne pas comprendre une certaine noirceur française, un certain mauvais esprit français, parce qu'on s'est tout simplement privé d'une clé qui permet de l'entendre. Et moi, je suis très inquiet par... Et c'est peut-être il y a une confusion avec la religion. On a une jeunesse qui s'imagine que la littérature doit être édifiante, que la littérature doit amener vers le bien, et que l'auteur de littérature doit être finalement un saint. Mais ça, c'est la religion. La littérature, elle est là pour nous informer sur l'âme humaine, y compris dans ce qu'elle a de pire. Et ça, c'est très juif. C'est très juif, parce que l'enseignement finalement des évangiles, c'est un enseignement par l'exemple dans ce qu'il a de bien. C'est-à-dire qu'on voit Jésus et ses apôtres qui font des choses formidables et on a tous envie de faire pareil. J'allais dire, l'enseignement juif, c'est la même morale, mais racontée à l'inverse. C'est-à-dire qu'on nous montre que même les plus saints de nos rachamim ont commis des turpitudes à n'en plus finir, et c'est comme ça qu'on apprend la spécificité humaine. Et ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on nous répète quand même que Dieu a fait l'homme à son image. Donc on est la culture des saints imparfaits et du Dieu imparfait. Moi, je trouve que ça, c'est inépuisable et c'est en danger en ce moment. C'est en danger en ce moment et peut-être qu'on n'y pourra rien. Peut-être qu'on est la dernière génération à pouvoir utiliser notre irresponsabilité littéraire. Juste pour en revenir sur Céline, vous disiez tout à l'heure que finalement, si on ne lit pas Voyage au bout de la nuit, on ne comprend pas la France. Un peu plus généralement sur le débat sur séparer l'homme de l'artiste quand l'œuvre n'éclaire pas un pays. Par exemple, je pense à toute la polémique autour de Polanski au César. Allô? Oui, alors je ne sais plus si vous me voyez ou pas. J'ai disparu. Vous me voyez. Ok. Alors je me demandais si finalement toute cette polémique, comment vous la regardez quand l'œuvre ne raconte pas un pays, quand l'œuvre est juste l'œuvre et il y a des fortes suspicions de comportements très problématiques de la part de l'auteur. Parce que chez vous, on le sent bien, l'auteur et l'homme sont extrêmement liés et en adéquation et alignés comme ça. C'est un truc dont j'ai beaucoup parlé, c'est pas pour faire du name dropping, c'est un truc dont j'ai beaucoup parlé avec mon ami Guillermo del Toro, parce que je suis très ami avec lui. Il est dans le monde hollywoodien où toute cette envie, comment dire, oui, de justice est encore plus forte que chez nous. Et je lui ai dit, comment tu vis aux États-Unis les suites du mouvement MeToo et tout ça? Il m'a dit, écoute, ça fait un demi-siècle que dans le monde du cinéma, les femmes vivent un calvaire, à tous les postes, à tous les niveaux, à tous les machins. Donc, il est inévitable que l'explosion suscite toutes sortes d'attitudes dans lesquelles il y a du bon et du moins bon, etc. Mais il me dit, cette explosion est absolument inévitable. Donc ça c'est une évidence. On vit des faits de société mondiaux et qui sont tout à fait bénéfiques parce que la société avance et enfin on va considérer les femmes, j'allais dire, comme des humains comme les autres. Et la limite de ça, et moi j'étais très embêté dans le cas des Césars, je ne vous cache pas que je n'ai pas voté l'an dernier au César parce que j'étais emmerdé, mais
j'aimerais bien que le système judiciaire fasse des progrès. J'aimerais bien qu'on ne demande pas à l'Académie des Césars de se substituer au système judiciaire. Je crois que... L'absence de justice qui finalement cristallise tout ça dans je pose la question, avec des faits, essayons d'être provocants. Imaginez qu'un type ait tué 30 personnes. Il a tué 30 personnes, il est en prison, il fait un roman. Il se trouve que son roman est extraordinaire. Est-ce qu'on a le droit de donner le prix Goncourt à son roman? J'ai envie de répondre oui, s'il est en prison. Et dans une société idéale, la justice ferait son travail et les comités qui donnent des prix artistiques ou ce que tu veux pourraient statuer en se disant on est là uniquement pour parler d'esthétique. La limite de cette réflexion, c'est quand on voit que la justice n'est peut-être pas armée ou pas équipée. Est-ce possible pour juger les affaires de mœurs, les affaires d'agression, les affaires de ça? La base de cette colère, c'est le sentiment que certaines agressions, la justice est aujourd'hui encore mal à l'aise face à certaines agressions ou ne sait pas les régler. Donc ce sentiment d'injustice ressurgit sur le monde des arts. Et voilà, après voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce sujet. Et je crois que, comme la plupart des gens à qui on en parle, j'ai senti comme vraiment injuste le procès selon lequel le monde du cinéma d'aujourd'hui serait insensible à ces violences ou à ces agressions. Heureusement, c'est pas le cas. Je trouve juste face à des gens qui disent mais que la justice fasse son travail. Nous, on nous demande de voter pour des films. Voilà. Moi, j'ai pas voté l'an dernier. Je suis même pas certain que c'était très malin. Gad le disait au début, vous prenez beaucoup vous montez au créneau, que ce soit sur Instagram, sur Twitter. Et je me souviens, au moment, vous avez quand même joué un rôle très important dans la polémique autour des tweets de Mehdi Méclate en les retweetant. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est en vous suivant que j'ai eu vent de cette histoire, que je connaissais de loin en loin. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous retweetez tout ça et que vous mettez auteur chez Flammarion? Vous vous dites quoi? Vous dites, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. Qu'est-ce que vous vous dites? Non, mais c'est marrant parce que non. J'étais. Parce que moi, je suis vraiment très lambda. Moi, je vois mes tweets le matin et en ce moment, je retweete quand il y a des trucs sur les chasseurs qui me plaisent pas, mais je me vois pas du tout comme un social justice. Je n'ai pas envie de juger les autres, j'en suis même pas capable. Et je veux paraître très naïf, et moi, je connaissais rien de cette histoire-là. Et c'est vrai, alors Mediapart a voulu dire du mal de moi il y a quelques années, et il y a un an ou deux, et ils ont fait un article dans lequel ils ont dit que j'étais hypersensible à la question juive. Je regrette que Mediapart ne le soit pas davantage. Et je connaissais rien, ni de ce garçon, ni de son travail. Et je dois dire que après cette histoire, si vous voulez un scoop ou une histoire, après cette histoire, j'ai eu Mehdi Méclate que je ne connaissais pas au téléphone pendant 30 minutes. J'ai eu pendant 30 minutes au téléphone un garçon charmant dont je ne connaissais rien, et j'ai jamais eu le sentiment ni l'envie de nuire à quiconque. Et j'espère que je ne suis pas à la base de cette polémique, parce que je ne crois pas. Je crois m'être borné à retweeter quelque chose qui était partout sur le truc. Mais pour autant, évidemment qu'il y a une question de la parole anti-juive en France, évidemment qu'il y a une question douloureuse de la banalisation de la parole anti-juive dans toutes les populations. Et je ne fais pas partie des gens qui vont accabler la population maghrébine, mais je ne veux pas non plus l'excuser. Je crois que toutes les couches de la population française sont capables d'avoir de l'homophobie, du racisme, de l'antisémitisme, qui sont des haines qui ne se ressemblent pas, qui ne sont pas les mêmes, dont il faut parler de manière spécifique. Alors, il y a des jours où je me dis on n'y peut rien, et il y a des jours où certaines choses, on dit quand même là c'est un peu fort. Et moi, ce qui m'agace davantage, c'est l'espèce de non-événement de beaucoup d'acteurs médiatiques qui considèrent presque que c'est normal, dire oh vous n'êtes pas rigolo ou un truc comme ça, où on ne peut plus rien dire. Ça m'ennuie un peu plus. Mais ce sont des causes profondes, ce sont presque des causes de langage. Il y a Georges Kiechman m'avait beaucoup fait rire un jour parce qu'on parlait d'antisémitisme, et je ne sais plus de quel ancien ministre je parlais qui s'était pas illustré par son amour des Juifs. Et il me dit, vous savez, Johan, avec le temps, on apprend à relativiser. Ma définition de l'antisémitisme, c'est la suivante: est antisémite celui qui déteste les Juifs exagérément. Alors, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, tant qu'il ne les tue pas, c'est plutôt bien. Très bien, donc vous êtes finalement très optimiste, Johan. Voilà, cet optimisme-là.
On va passer aux questions du public. Je vous remercie beaucoup pour ce rencontre. C'est moi qui vous remercie. Très agréable. Alors, pour rebondir sur cette question d'antisémitisme, vous vous dites, Joanne, non engagé, mais finalement, l'antisémitisme vous fait réagir au quart de tour, si je puis dire, de manière assez percutante et quasi systématique. Est-ce que ce n'est pas une forme de coquetterie que de dire que vous n'êtes pas un artiste engagé? Je crois qu'un artiste engagé aurait l'ambition de changer les choses. Moi, c'est différent. Je n'ai pas cet optimisme-là. Je ne voudrais pas qu'en plus, on me demande de fermer ma gueule. C'est juste ça. C'est que, vous savez, pendant longtemps, on nous disait, moi j'ai vécu le début, il y a 15 ans ou 20 ans, quand dans les radios juives, on incitait les juifs à déclarer les actes d'antisémitisme pour qu'on en parle, parce qu'on voulait en faire parler pour faire savoir. Et on nous a dit, vous ne vous rendez pas compte, vous suscitez l'antisémitisme. Et c'est tellement abominable qu'on s'est rendu compte que c'était vrai. Moi, après les tueries de Mohamed Merah, le cimetière où repose ma maman a été profané à Nice. Et beaucoup d'écoles juives ont subi parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'antisémitisme déclenche des vocations. Donc, et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de juifs qui, il y a 20 ans, auraient fait connaître chaque agression, aujourd'hui vont plutôt avoir tendance à fermer leur gueule. Ils vont dire, tiens, si je parle, ça va m'attirer des ennuis, et tu sais quoi, on va encore dire que les juifs pleurnichent, parce que c'est ça. Oui, le syndrome du deux poids, deux mesures en plus. Il y a ça aussi, mais c'est un déficit d'éducation. Moi, j'ai fait mon bref service militaire à Bagnolet pendant 3 semaines. Je m'occupais d'un centre d'aide aux devoirs. Et les petits-enfants maghrébins qui fréquentaient le centre d'aide aux devoirs étaient persuadés que les juifs étaient des migrants qui avaient eu des passe-droits et qui avaient été aidés. Or, il fallait leur dire quoi? Que les juifs sont arrivés en France 500 ans avant les ancêtres de Jean-Marie Le Pen. Et ça, ils ne savaient pas. Et ça a été, vous savez, en Algérie, quand les gens, les antisémites, l'extrême droite algérienne, adorait dresser les Arabes contre les Juifs. C'est un vieux jeu, et il y a une partie de moi qui pense que ce truc-là, il y a encore ce fond-là, c'est-à-dire dans l'antijudaïsme arabe qu'il y a eu au Proche-Orient, il y a beaucoup de textes qui viennent de Russie, qui viennent des nazis, qui viennent de trucs. Donc il y a eu un bain comme ça. Moi, je suis certain de servir à rien. Donc en ça, je ne suis pas du tout militant et pas du tout engagé. En revanche, qu'on ne m'interdise pas de parler, et puis si ce que je dis ne plaît pas, je laisse Mediapart répéter que j'ai une hypersensibilité à la question juive. Mais parce qu'évidemment, ce sentiment que c'est la clé esthétique de toute la haine, il me quittera jamais. Je crois pas que les juifs soient plus importants que les autres. Je crois que l'antisémitisme est une haine plus terrible que les autres, parce que le jour où on va la décortiquer, toutes les autres haines vont peut-être. J'ai cette folie-là de croire que l'antisémitisme est la mère de toutes les haines. Ça ne veut pas dire que les souffrances des juifs sont supérieures aux autres. Je ne fais jamais de concurrence victimaire, jamais. Mais il y a quelque chose de tellement gratuit, tellement imaginaire, tellement, j'allais dire, littéraire et religieux dans cette haine, que ça aussi, c'est une clé pour décoder notre civilisation. Je ne sais pas si notre civilisation pourrait exister sans antisémitisme, parce que l'antisémitisme a toujours été là. Et donc, vous voyez, j'ai pas l'ambition de régler la situation. J'en souffre, oui, peut-être. Pas à titre personnel. Moi, j'allais dire, quand on m'embête, je sais répondre. Mais comme tout le monde, j'ai eu peur pour mes vieux, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mes amis. Et voilà. Alors, vous disiez que vous ne serviez à rien. Ce n'est pas le sentiment de nos spectateurs. Ruben, par exemple, vous demande, qui est un fan absolu, vous demande à quand un nouveau tome de Klezmer. Vous voyez, on vous attend, vous apportez en tant qu'auteur de BD ou qu'auteur de roman des réponses à ce public. Klezmer, c'est pour quand? Non, c'est bouclé. Pour une fois que j'ai fini un truc, il y a 5 livres, c'est fini, ça se boucle. C'est gentil ce que vous me dites, parce que je crois que auteur et lecteur, on est une génération de juifs qui ne savons pas trop où nous mettre. On voit bien, on le dit avec humour, et je pense que Virginie, c'est un peu la même chose.
on a une grande tendresse pour nos rabbinim, mais on ne se reconnaît pas beaucoup dans ce qu'ils nous racontent. Chez les Algériens, c'est pire parce qu'on ne sait même pas si on est ashkénaze ou séfarade, parce qu'on n'a pas arrêté de nous parler de racidisme alors que ce n'est pas notre truc. Moi, j'ai eu une chance, ma mère est ashkénaze, donc je peux revendiquer cette schizophrénie, mais on ne sait pas où se mettre, ni idéologiquement, ni politiquement, ni religieusement. Et c'est tellement beau de pouvoir se dire « je ne sais pas ». C'est tellement beau de pouvoir se raconter ensemble nos doutes. Moi, je ne suis pas là pour faire la leçon aux gens et je suis toujours très heureux quand les gens en savent aussi peu que moi. Après, dès que quelqu'un essaie de me faire la leçon, je peux m'inquiéter davantage. Justement, à propos de vos paradoxes, Jean-François relève que, comme beaucoup d'entre nous, dit-il, en rébellion contre l'assignation identitaire d'une certaine orthodoxie, qui confond juif, religion, avec juif, un J majuscule, dit-il, toute la richesse de la diversité des identités. Est-ce que finalement, ce paradoxe dans lequel vous semblez totalement à l'aise vous paraît être une réponse pour un juif dans la cité? Non, c'est pas une réponse, c'est un chemin. C'est très intéressant ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui que l'identité des Juifs de France. Il y a eu une époque où le judaïsme français était partie prenante de la vie intellectuelle de notre pays, et c'était pratiquement un intellectuel français, c'était un intellectuel juif. Aujourd'hui, et ça m'attriste beaucoup, il y a beaucoup de grandes voix juives ou identifiées comme telles qui s'illustrent par des sorties réactionnaires dont on a bien du mal à être fier, et en tout cas à titre personnel. Et pour moi, c'est très intéressant de voir comment cette identité va se réinventer, mais je peux aller plus loin dans mes paradoxes, si vous voulez. Je suis le premier à me satisfaire qui est aujourd'hui des rabbinim ouverts. Je vois le fait que le travail que fait Delphine Orviller, je trouve ça extraordinaire. Et après, il y a une part un peu plus secrète de moi qui aime beaucoup l'orthodoxie quand même. Il y a une part secrète de moi qui fait que comment s'appelle-t-il? Johnny Cash parlait de good old religion parce qu'il aimait les hymnes d'église de son enfance. Donc ce paradoxe-là m'intéresse aussi beaucoup, c'est qu'on est très demandeur d'un judaïsme qui va s'ouvrir le plus possible sur la cité, qui va devenir presque une psychanalyse améliorée, et en même temps, quand on se retrouve dans un contexte beaucoup plus orthodoxe, on y trouve quelque chose de très nourrissant, même dans la folie que ça implique, même dans l'observance parfois absurde de certaines règles, de choses, etc. Et moi, j'aime beaucoup ce paradoxe-là. Moi, j'ai eu beaucoup de chance et je dois dire qu'on ne s'en sort pas si mal. J'ai la chance d'être accueilli un peu dans toutes les couches de notre communauté avec... vous savez, j'ai eu une discussion super avec une copine l'an dernier. Elle voulait que je vienne faire un CDR de Pessar. Et j'ai dit, écoute, Pessar, ça m'emmerde parce que quand on lit tous les enfants au début, le rachat, j'ai toujours l'impression que c'est moi. C'est celui qui sait et qui pratique pas. Alors, ça me met l'archouma. Alors, tu sais quoi, je vais pas venir. Elle me dit, mais tu te trompes parce que le rachat, il a sa place à la table du CDR, il est à la table. Donc, tu vois bien qu'il n'est pas exclu. Et là, je me suis dit, bon, je viens. Alors, Johan, peut-être quelques petits clins d'œil. Celui de Dominique qui relève que c'est un bonheur de vous entendre, alors qu'en même temps, il regarde Castex et Véran s'évertuer à nous convaincre de s'arrêter de rêver. Dominique, d'ailleurs, vous dit également que ces deux chats ont fait leur bar mitzvah. Tiens donc. Mais peut-être une question qui nous ramène à quelque chose que vous avez effleuré tout à l'heure, votre rapport à Israël et votre rapport à l'hébreu. D'ailleurs, François demande si vous parlez l'hébreu et ce rapport à Israël. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Moi, c'est très simple en fait. Toute une partie de ma famille vit en Israël. Et je souhaite juste qu'on ne les extermine pas. C'est simple, hein, vous voyez, mon sionisme, il est tout ça. Ça, c'est le côté, de manière très simple, c'est un beau pays qui a ses qualités et ses défauts, et je voudrais qu'on arrête de dramatiser la réalité israélienne avec un regard français qui n'est pas très juste. J'ai vécu un bel événement il y a quelques années. Il y avait à Jussieu, on avait rassemblé des élèves israéliens et des élèves palestiniens qui devaient se rencontrer et qui devaient discuter.
face à eux, il y avait un parterre d'étudiants français, juifs ou pas, qui avaient tous des opinions et tout, qui étaient tellement excités, qui étaient tellement énervés, et qui posaient des questions qui relevaient toutes tellement de la Bible et de Nabucodonosor, que les petits Israéliens et les petits Palestiniens se sont trouvés à parler entre eux, parce qu'ils avaient au moins en commun une espèce de réalité. Moi, je plaide toujours pour non-événement, c'est un bien grand mot, mais je plaide pour qu'on accepte de traiter Israël comme un pays normal. Et ça, en France, on ne l'obtiendra jamais, mais peut-être un jour, ça viendra. Et alors voilà, dans la réalité, c'est une partie de ma famille vit en Israël et je souhaite qu'ils aillent bien et j'ai peur pour eux à chaque fois qu'il y a de la violence. En tant qu'auteur, je suis béat d'admiration pour tout ce que fait Israël en littérature et en télévision. Et pourquoi j'écris peu ou pas d'histoires qui se passent en Israël? Parce que je sonnerai pas juste. Je sonnerai pas juste parce que j'ai pas ce vécu. J'étais en Israël quand j'étais petit. Mon père m'a emmené dans des missions du Bnei Brit ou dans des voyages et j'ai eu la vision d'un petit enfant français de ce pays. J'y suis allé pour voir mes cousins, mais ça ne suffit pas pour que je puisse prendre la parole. Et je suis toujours très mal à l'aise quand quelqu'un prend la parole à la place des Israéliens ou d'ailleurs à la place des Palestiniens. Parfois, j'ai entendu de jolies choses. J'ai une amie égyptienne qui a de la famille à Ramallah, qui est allée là-bas, qui les a rencontrés, qui a été avec des Palestiniens, qui était avec ça. Et elle est revenue et elle a dit, tu sais, c'est des gens qui se ressemblent beaucoup plus que ce qu'ils veulent bien raconter. Ils font les mêmes plats, ils ne leur donnent pas le même nom. Vous savez, moi, je vais tout là aller chercher le petit motif de joie ou de machin ou quoi. Et il y a une chose qui m'intéresse beaucoup sur Israël, et j'en parle dans Klezmer, c'est l'histoire du projet sioniste. Dans Klezmer, j'en parle. J'ai beaucoup lu Arthur Koestler, même si c'est un auteur qui n'est pas en odeur de sainteté en ce moment. Dans le dernier Chat du rabbin, il y a eu une inspiration massive d'Arthur Koestler sur des livres comme La Tour d'Ezra ou quoi. Et je crois que cette réalité des débuts du sionisme serait très exotique, même aux yeux des Israéliens d'aujourd'hui. Mais elle m'intéresse parce qu'il y a un moment où les Juifs d'Europe ont eu le choix entre, d'une certaine façon, Israël d'un côté et le Bund de l'autre. C'est-à-dire, soit on voit notre avenir en terre promise, soit on s'imagine une polyphonie européenne dans laquelle la voix juive aurait sa place. Voilà, ce sont deux destins qui m'intéressent. Vous voyez que je suis paradoxal. J'ai dit que je ne veux pas qu'on me vende des saucisses et en même temps, j'adore les rêves, les projets, les utopies. Donc voilà, il y a un autre sujet dont je ne parle jamais dans mes histoires, c'est la Shoah. Pour une raison simple, c'est que je n'ai pas les compétences. J'ai pas les compétences, je ne sais pas. J'admire les auteurs qui savent parler de cette période-là. Je me suis toujours dit que si un jour je parlais de la Deuxième Guerre mondiale, ben, je raconterais Django Reinhardt qui était à Paris et qui ne savait pas quoi faire, parce que j'ai eu trop et les histoires et les silences de mon grand-père pour oser prendre la parole sur ce sujet-là. Donc, je suis assez à l'aise avec mon rabbin, qui est un garagiste de la foi, qui est assez pire qu'Avot et qui ne les connaît même pas tant que ça. Je suis assez à l'aise dans cette quotidienneté-là. Je n'ai pas le talent ni pour le grandiose, ni pour le livre qui va traiter de sujets aussi graves. Vous êtes bien modeste concernant le talent, et nous allons évidemment vous remercier, Johan Sfar, pour ce moment suspendu, cette rencontre formidable avec le public, avec nous. Johan, c'est une première. Merci. C'était un vrai. C'est moi qui vous remercie. On va vous laisser encore, avant 19h, il vous reste un petit quart d'heure pour griffonner et poursuivre. Vous pouvez nous remontrer votre carnet un instant, Johan? Alors, ça, c'est une bande dessinée que je fais pour mon camarade Mathieu Sapin. D'ailleurs, on aurait dû saluer Mathieu Sapin, qui est un auteur de BD formidable, reconnu, immense, qui est d'ailleurs spécialisé aussi, qui s'est un petit peu spécialisé dans le domaine politique. On aurait pu lui poser la question de Ruben, que je n'ai pas cité, mais que je vais citer comme ça, en disant si pour la prochaine élection présidentielle, Taubira n'y va pas, qui pourrait réunir la gauche? Ça, moi, j'en sais rien. Mais Mathieu, ce qui est très amusant, c'est qu'il ça n'a rien à voir avec sa taille, mais il se faufile partout et les gens pensent qu'il dessine et ils ne se rendent pas compte qu'il écrit aussi. Donc, il a des anecdotes incroyables. C'est là qu'on s'aperçoit que la France est un village, c'est qu'il arrive à rencontrer tout le monde et il raconte des trucs, mais proprement ahurissants. Quand il arrive à l'Élysée, tout le monde le connaît. Le cuisinier lui dit « Salut Mathieu » et tout ça. Oui, il a été accrédité à l'Élysée. Et là où son regard me semble très politique, c'est qu'il n'est pas polarisé droite-gauche, il est dans comment ça fonctionne.
il essaie de raconter la petite mécanique, le petit théâtre du pouvoir, et il a une vision, je crois, assez juste sur les grands symboles français. Quand il fait Depardieu, il ne le fait pas pour rien. On voit bien que les présidents qui ont cru pouvoir faire sans Depardieu se sont plantés. Il y a un moment où on se demande si le roi de France, c'est pas Depardieu. Donc tu peux pas être président français sans gérer la question Depardieu. Et ça, il le raconte très très bien à un moment aussi. Bon, en tout cas, c'est une formidable conclusion que de parler également d'un de vos meilleurs amis. Merci beaucoup, Johan Sfar, et nous vous disons à très bientôt à l'Écuge, en présentiel, avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Virginie.